il y a des discussions entre vous et ceux-là quand même qui avaient organisé ce meeting? Ben, bien sûr qu'il y a des discussions avec nous. Ça fait 2 ans que nous discutons. Et nous n'avons pas arrêté de discuter. Mais c'est clair que si nous ne sommes pas encore ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'arriver, même si nous avons les mêmes objectifs. Chacun pense que la voie qu'il suit est plus indiquée. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé un terrain d'entente. Mais n'oubliez pas que aujourd'hui, nous sommes 4 groupements. Ça veut dire qu'avec ces 4 regroupements, nous avons discuté pendant longtemps, nous avons trouvé un objectif commun, nous avons trouvé une vision commune, nous avons trouvé le chemin commun pour arriver à cette vision-là. Donc, l'effort est fait et on avance. Donc, ne restons pas figés sur ceux avec qui on n'a pas encore trouvé d'entente, mais continuons la lutte. Peut-être que demain, après-demain, on va se croiser devant et nous allons faire des choses ensemble. Donc, il ne faut pas rester figé sur le fait que nous n'avons pas encore atteint le travail en commun avec tout le monde, mais il y a un groupe d'un côté, il y a un autre groupe d'un autre côté, ben, on continue à discuter, on continue à travailler, et puis c'est le peuple aussi qui pousse, hein. C'est le peuple qui pousse. Et donc, moi, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on est obligé de venir se retrouver quelque part pour avancer ensemble. D'accord, d'accord. Alors, moi, j'ai une question. Ok, allez-y. Ouais, j'ai une question. Bonjour, monsieur Olympio. Zach, oui. Ndibema Biomi, j'aimerais bien vous poser la question de savoir pourquoi les Togolais n'ont plus confiance aux hommes politiques, surtout de l'opposition. Alors, je pense qu'il faut d'abord préciser que les Togolais n'ont plus confiance au pouvoir. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'ils refusent de participer aux élections que le pouvoir organise. Il ne faut pas oublier que c'est le pouvoir qui organise les élections. Donc, quand ils refusent de participer, c'est qu'ils refusent la politique du pouvoir. Deuxième chose, le Togo, les Togolais se sont battus pendant longtemps. Pendant 35 ans, ils se battent. Et parfois, ils ont tellement donné de leur engagement, de leur force, de leur souffrance qu'à un moment donné, ils se disent, ben, les gens qui nous dirigent dans l'opposition, ben, qu'est-ce qu'ils font au juste? Donc, ils se posent des questions légitimes. Et puis, ils voient que parfois, il y a quand même des difficultés entre leaders, il y a des positions différentes. Et tout ça, ça sème le doute parfois dans l'esprit des gens. Et c'est normal. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas rester figé sur cela. Pourquoi je dis ça? En 2012, il y a eu un grand mouvement organisé par les partis politiques et les organisations de la société civile au Togo. C'était le CST. Il y a eu énormément de monde dans la rue. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Et pendant 5 ans, plus rien ne s'est passé. Tout le monde disait que les Togolais sont résignés, les Togolais n'ont plus confiance, etc., etc. Et puis, un beau jour, bam, c'est parti. Tipi Achadam est venu avec un mouvement, le 19 août, et ça donnait naissance à la C14. Tout le monde était dans la rue. Je pense qu'au Togo, on n'a jamais vu autant de monde dans la rue. Et je peux vous demander d'aller voir les archives du 3 février 2018. Je pense que c'est la plus grande manifestation que le Togo n'ait jamais connue. 3 février 2018. Et puis, encore une fois, ça n'a pas donné le résultat attendu. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, les Togolais se posent des questions sur le leadership. Et c'est ce que nous avons fait, nous, avec la DMK, avec la DMP, avec la LDP, et puis le Front touche pas à ma constitution. On s'est assis pendant des semaines et des semaines pour réfléchir sur la lutte. Et nous avons tiré les conclusions. D'abord, il faut changer le leadership. Quand je dis changer de leadership, je ne parle pas d'individu. Je parle de la manière dont la lutte est conduite. Et c'est ça qui nous a amené à travailler sur le manifeste pour avoir une vision. Et donc, c'est autour de la vision maintenant que nous nous mettons tous. On ne se met plus derrière quelqu'un, on ne se met plus derrière un chef, on se met derrière la vision. Et là, il n'y a plus de combat partisan. On ne se bat plus pour un parti politique. On ne va pas défendre les intérêts d'un parti politique. On défend les intérêts des Togolais, l'intérêt général. Et ça, c'est très très fort parce que,
C'est la première fois de l'histoire de la lutte au Togo que on met ensemble une vision. Ça ne s'était jamais fait. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi la première fois que nous décidons comme ça que nous n'allons pas suivre quelqu'un. Ça fait une grosse différence. Et je pense que cette manière de faire, ça nous a donné une certaine crédibilité dans l'opinion. Maintenant, ce que nous demandons aux Togolais, c'est de nous donner la force populaire. C'est de s'emparer de ce manifeste. Parce qu'il est la synthèse de tout ce que les Togolais veulent. Mais que les Togolais s'emparent de ça. Que la jeunesse togolaise prenne ça comme sa boussole et se batte pour que ça devienne la réalité. C'est ça le grand changement que nous sommes en train de défendre aujourd'hui. Ok, mais cette idée... Attends, s'il te plaît. Attendez. Cette idée... Non. Attendez. Tu as oublié la question. Attendez. Gardez cette question. L'idée là, c'est une très belle idée. Mais comment faites-vous? Quelle est votre stratégie pour vendre cette idée, par exemple, aux militants de l'ANC, par exemple? Comment faites-vous? C'est une belle idée, c'est une très belle vision. Mais comment faites-vous, monsieur Nathaniel, pour vendre ou bien pour faire passer cette vision aux militants de l'ANC? À ces défenseurs sur les réseaux sociaux, tous ceux qui... Voilà, en tout cas, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Comment faites-vous pour partager cette vision avec eux? Puisque, visiblement, eux, ils ne sont pas dans cette vision-là. Quelle est votre stratégie pour leur vendre cela? C'est un document que nous présentons absolument à tous les Togolais. Tous les Togolais. On ne s'adresse pas uniquement à des partisans d'un parti politique. Je dis bien, c'est adressé à tous les Togolais, y compris ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ensuite, moi je veux savoir quel Togolais peut lever le doigt et dire que ce qu'il y a dans ce document, dans cette vision, ne lui plaît pas. Je veux savoir quel est le Togolais qui lève le doigt et dire que ce Togo-là, ça ne l'intéresse pas. Lui, oui, vous me le montrez et j'irai discuter avec lui pour le convaincre. Je ne pense pas que ce soit là-bas qu'il y ait une difficulté. Je pense que nous devons trouver la voie qui rassure tout le monde. Nous devons trouver la voie qui donne à chacun la certitude que nous allons arriver au bon résultat. Parce que ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est que, eh bien, nous n'avons pas trouvé le chemin commun. Chacun veut aller devant, mais il y en a qui veulent passer à gauche pour arriver devant, d'autres veulent passer à droite pour arriver devant. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un que lui a tort, l'autre a raison. D'accord? Mais chacun travaille avec sa conviction. Chacun travaille avec l'expérience qu'il a. Et nous nous appuyons beaucoup sur l'expérience des Togolais. Et c'est pour ça que nous avons sorti cette vision-là. Mais, pour être plus précis sur votre interrogation, nous allons approcher toutes les organisations, toutes les forces vives de la nation. On va partager ce document. On ira expliquer. On va l'adresser même au parti au pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure. On va le divulguer, on va le commenter. Et on verra si quelqu'un dit qu'il est d'accord. En ce moment-là, on lui répond, mais si tu es d'accord, viens ensemble. On va dire au pouvoir que c'est ça que nous voulons. On va le dire ensemble. On va le dire le même jour, on va le dire dans la rue et on verra ce que le pouvoir va faire. D'accord, merci. Bon, ma deuxième question est que qu'est-ce qui a fait que depuis toutes ces années, la lutte à la dernière minute n'a jamais été aboutie? C'est quoi le vrai problème? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu du monde, vous avez drainé du monde depuis des années, autant de Gilles Christ Olympio, des théâtres, tout ce temps, le monde que tous ces leaders politiques ont réuni le monde là. Pourquoi à la dernière minute toujours, il y a une réconciliation, il y a un dialogue et qui avale tout? Pendant que la population, la plupart sont mortes, la plupart sont en prison, et il y a une réconciliation entre, je sais pas, c'est quoi le réel problème? Tu veux savoir? Oui. Écoutez, moi je suis engagé en politique, ça ne fait pas bien longtemps, ça fait en 2014. Et la seule vraie expérience de regroupement que j'ai connue, c'est la C14.
et j'ai connu la C14 de l'intérieur. Il faut vous rappeler que la C14 a été constituée, je dirais, par la force des choses. Personne ne s'attendait, on n'avait pas véritablement la bonne préparation pour la C14. Et lorsque la C14 s'est mise en place, je peux vous dire qu'il y avait des gens qui ne se parlaient pas. Simplement parce que ça n'était pas vraiment préparé. Ça s'est fait par la force des choses. Et quand on s'est retrouvé, on n'avait pas de programme commun. Il n'y avait pas de vision. Il n'y avait pas de document où on dit voici où nous allons, voici ce que nous allons faire. Chaque groupe, chaque parti est venu aussi défendre les intérêts de son parti. C'est ça la réalité. Et ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Chaque groupe venait défendre les intérêts de ses intérêts personnels. Chaque groupe venait défendre ses intérêts personnels. Voilà. Les partis venaient défendre leurs intérêts de parti. C'est normal. Parce que rien n'avait été préparé à l'avance. On s'est retrouvés brutalement ensemble pour défendre la même chose, mais chacun avait son idée. Donc, nous avons tenu compte de tout cela et c'est la réalité. Et c'est ça qui a fait que nous avons décidé aujourd'hui de mettre la vision en place. Si demain, on se retrouve quelque part pour dire aux gens ce que nous recherchons, il suffit de sortir ce document et le déposer sur la table. Que ce soit moi, que ce soit mes amis des autres organisations, LDP ou DMP ou DMK ou le Front Touche pas ma Constitution, n'importe qui de nos rangs, il sort, on lui demande qu'est-ce que vous voulez, eh bien il dépose le document sur la table. On parle d'une même voix. Ce qui n'était pas le cas en 2014. Ok. Maintenant, par exemple, c'est juste un truc, une idée que j'ai. Imaginons qu'un jour comme ça, comme on se levait, on a dit, bon, le M66 ou n'importe quoi, il y a un truc qui se passe, on demande les gens de sortir et vraiment, les gens sont sortis massivement et le pouvoir tombe. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu penses que les opposants, les leaders, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont prêts au cas où le pouvoir tombe, qui vont reprendre les choses et vraiment conduire ça dans une très bonne direction ou bien, en fait, est-ce que vous êtes prêts pour ça? Zaga, il faut oublier la question des partis politiques. Aujourd'hui, ce sont les citoyens togolais qui sont concernés. Ce n'est plus une lutte de partis uniquement. C'est une lutte de citoyens. C'est-à-dire, vous qui, justement, êtes en train de vous battre aujourd'hui, vous n'êtes pas d'un parti politique. Si demain, les conditions sont réunies, nous allons faire ce que nous appelons les assises nationales. Ce ne sont pas uniquement les partis. On va appeler tout le monde, toutes les forces vives, toutes les associations, les chefs traditionnels, les religieux, les universitaires, les penseurs, et les hommes en tenue, et les civils, les syndicats. Tout le monde va s'asseoir autour de la table. Et si l'armée prend le pouvoir, vous allez faire quoi? On a vu ça dans les autres pays. Oui, c'est une question importante. C'est pour ça que il faut toujours travailler à l'après-changement. C'est très important. Avant même que le changement ne se produise, nous devons réfléchir pour savoir qu'est-ce qui va se passer après le changement. Et la manière dont le changement va arriver, c'est ça qui va conditionner ce qui va se passer après le changement. Donc, nous avons déjà réfléchi sur tout ça. Parce que nous ne voulons pas un changement qui va ouvrir la porte sur le désordre, qui va ouvrir la porte sur la revanche de ces gens qui vont perdre le pouvoir. Il ne faut pas que le changement se fasse dans des conditions où ils vont se dire, ok, maintenant qu'ils ont pris le pouvoir, on va voir ce qu'ils vont faire et on va leur mettre les bâtons dans les roues pour que ça ne marche pas. Il faut anticiper tout ça. C'est le travail que nous faisons. Et je dois vous dire avec sincérité que les compétences ne manquent pas. Que ce soit ici au Togo, que ce soit dans la diaspora. Et même les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils ont beaucoup de compétences. C'est le système dans lequel ils sont qui fait qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs compétences. C'est tout. Ils sont étouffés. Voyez-vous? Donc, si l'environnement global change, toutes ces compétences vont se mettre au service du Togo dans le bon sens du terme. Et donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout. Et il ne faut pas que vous pensiez que les officiers, ils ne pensent qu'à eux. Non. Il ne faut pas jeter la pierre aux militaires comme ça. Il y a bien sûr des généraux, des officiers supérieurs qui profitent du système.
quand en 2005, on a donné le pouvoir au chef d'État dynastique, vous avez vu, ils étaient 4-5 généraux. C'est pas l'armée, c'est pas l'institution militaire, c'est pas le capitaine qui est dans les casernes, c'est pas le sergent qui est au front. Donc, il faut prendre du recul et ne pas considérer que l'armée est l'ennemi du peuple. C'est pas vrai. Au contraire, le pouvoir travaille pour qu'il n'y ait pas de fusion. Il travaille pour qu'il n'y ait pas une relation fusionnelle entre l'armée et le peuple. C'est pour ça que dans notre manifeste, nous avons dit il faut établir un pacte armée-peuple. C'est-à-dire que nous devons avoir une relation fusionnelle avec l'armée. Le peuple doit avoir une relation fusionnelle avec l'armée. Et l'armée doit être un pôle d'excellence technologique, un pôle d'excellence dans beaucoup de domaines. Et là, vous verrez que toute la force de la nation va s'exprimer. Donc, ne soyez pas trop inquiets. C'est bien d'être vigilant, c'est bien de poser le problème, mais sachez que ce problème qui vous tracasse, il nous tracasse aussi, et nous réfléchissons là-dessus, et nous avons des voies de sortie. Joël, la dernière question, puis je te laisse. La dernière question. Ok. Monsieur Olympio, est-ce que vous pensez qu'il y a eu quand même des trahisons entre vous les opposants ou pas? Bien sûr qu'il y en a eu. Moi, je vais vous dire que en 2017-2018, quand on était dans la C14, il y avait des gens qui étaient à la table de la C14, et quand on sort, ils vont discuter la nuit avec le pouvoir. C'est une réalité, tout le monde le sait. Donc, tout ça, ce sont des réalités sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui pour bâtir une nouvelle expérience. Et cette expérience-là, elle va nous servir. Donc, ne vous inquiétez même pas. Et dans toute lutte, il y a toujours eu des traîtres. Hein. En Afrique du Sud, l'ANC d'Afrique du Sud, au sein même de la même organisation, ils se sont expliqués avec des Kalachnikovs. Ils se sont entretués à la Kalachnikov parce qu'ils ne s'entendaient pas, parce qu'il y avait des traîtres. Donc ça ne manque jamais dans une lutte. Mais ça n'empêche pas la lutte d'aboutir, finalement. Est-ce que vous avez vu une dictature qui reste indéfiniment, même si elle a 60 ans, elle va tomber. Elle finira par tomber. Il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas courber les chines. Il faut être déterminé dans la cohérence. Et merci là, beaucoup. On va aboutir. Merci Joël. Je te laisse, M. Olympio. Moi, j'ai fini mes questions. Ah bon, c'est tout? C'est-à-dire, vous savez, monsieur Nathaniel, c'est un homme qui, je le vois, c'est un rassembleur en tout cas, et puis il sait quand même, il sait trouver les bons mots au bon moment pour nous apaiser. Mais je voudrais vous dire, je voudrais vous demander, monsieur Nathaniel, vous aviez parlé tout à l'heure d'assises nationales, où tous les Togolais, les militaires, tout le monde doit s'asseoir pour repenser le Togo. Est-ce que vous seriez, vous, prêt à défendre l'amnistie pour Faure Gnassingbé en ce moment-là? Si ça doit vous permettre d'aller à la démocratisation du Togo, est-ce que vous pouvez, vous êtes d'accord pour défendre que Faure Gnassingbé soit amnistié pour tout le mal et pour tous les crimes qu'il a commis au Togo? Je vais vous dire que c'est une question qui appartient au peuple togolais. Et chacun... Oui, mais vous, personnellement, est-ce que vous pouvez défendre cela? J'ai dit, vous, puisque assise nationale, chacun défend sa position. Est-ce que vous serez parmi ceux-là qui vont... Je n'entends plus. Je vous entends plus. Moi, je vous entends. Je pense qu'il y a eu un problème de connexion. Ok, c'est bon. Ah bon? C'est bon, ouais. Vous me recevez? Voilà, c'est bon. Parfait. Voilà, je disais que lorsqu'on parle d'assises nationales, c'est-à-dire chacun donne sa voix, sa position. Donc, est-ce que vous serez parmi ceux-là qui vont défendre que Faure Gnassingbé soit amnistié, les généraux là, pour que la paix et la démocratie puissent arriver au Togo? Vous savez comment ça s'est passé en Afrique du Sud? Dites-nous. En Afrique du Sud, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé,
commission vérité, justice et réconciliation. Et on a essayé de faire la même chose au Togo, mais ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Parce que une commission justice, vérité et réconciliation ne peut réussir que après le changement. Ceux qui sont au pouvoir et qui sont accusés d'avoir fait des abus ne peuvent pas conduire une CVJR qui donne les résultats qu'on escompte. Maintenant, l'expérience de l'Afrique du Sud est intéressante parce que dans la dénomination, le commission vérité, justice et réconciliation, il y a le mot justice. Et leur modèle, c'était quoi? Les gens qui reconnaissaient leurs fautes, leurs erreurs, leurs crimes, on leur pardonnait. Et ça s'arrêtait là. Ceux qui ne reconnaissaient pas, ils allaient au procès. Et c'est le procès qui définit l'issue. Donc, ce sont des expériences dont on peut s'inspirer. Il y a aussi le cas du Rwanda. Au Rwanda, ils ont mis en place des tribunaux traditionnels pour régler les problèmes après le génocide. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est responsable. Beaucoup sont responsables. On ne va pas jeter tout le monde en prison. On ne va pas procéder à des vengeances. Donc, la nation elle-même doit défendre, doit décider ce qu'elle veut faire. Moi, je ne suis pas pour la vengeance, je suis pour la justice, je suis pour la réconciliation. Les deux vont de pair. Donc si Faure Gnassingbé reconnaît ses crimes, si Faure Gnassingbé reconnaît ses crimes et accepte quitter le pouvoir et ne plus se mêler de la politique, vous allez défendre qu'il soit amnistié. Moi, je vais défendre qu'il y ait la paix dans le pays. Je vais défendre que les gens qui reconnaissent leurs crimes et qui demandent pardon, je vais demander au peuple d'accorder le pardon. C'est comme ça que ça fonctionne pour qu'on ne rentre pas dans un cycle de vengeance. Mais il y a aussi des crimes que généralement on considère comme imprescriptibles. Le peuple doit pouvoir se dépasser pour faire lui aussi des sacrifices. Bien sûr, il a déjà souffert. Le peuple a fait beaucoup de sacrifices. Mais on lui demandera d'en faire encore davantage. Donc tout cela n'est pas simple et ne se traite pas en disant oui, non. Il faut le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue, sans émotion, pour préserver la paix de demain. Et là, il y aura toujours de gros sacrifices à faire. C'est pour ça que dans nos réflexions, nous allons devoir mettre en place de nombreux psychologues pour travailler sur les Togolais. Parce que les Togolais ont souffert. Et quand il y a le changement, les gens ont la rage dans le cœur. Il faut les apaiser. Il faut des psychologues pour accompagner les gens. Il faut faire des campagnes de sensibilisation pour mettre en avant la réconciliation, pour mettre en avant la stabilité du pays, pour mettre en avant le développement du pays. Ça ne peut pas se faire dans la vengeance. Il y aura forcément des gens qui seront punis. Ça, c'est une évidence. Mais on ne va pas jeter tout le monde dans les prisons. Ça aussi, c'est une réalité. Vraiment, je suis satisfait. En tout cas, je suis satisfait pour vos réponses. Merci beaucoup à vous, monsieur Nathaniel. J'ai une dernière question avant que ceux qui nous écoutent nous montrent pour vous poser aussi des questions rapidement. Alors dites-moi, et ça date de quand votre rencontre avec monsieur Jean-Pierre Fabre? Est-ce que vous vous voyez souvent? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous buvez ensemble? Est-ce que vous mangez ensemble? Est-ce que je sais pas, ça date de quand votre dernière rencontre? Franchement, véritablement. Mars 2024. Mars 2024. Mais cela n'empêche que nos organisations se parlent. Hein. On s'est revus. Ah non. Et après ça, on s'est revus. On s'est revus parce que nous avons fait une conférence de presse commune en avril. Voilà. Mais mars dont je parlais, c'était en tête à tête. Mais en avril 2024, avant les élections législatives, nous avons fait une conférence de presse ensemble au siège de l'ANC. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant qu'on ne commence par monter nos amis pour vous poser aussi une question, deux questions au plus. Nous parlons des questions. Ceux qui ont des questions, ceux qui veulent participer au débat, vous attendez.
C'est ceux qui veulent poser des questions qui vont monter pour poser deux questions s'il vous plaît. Voilà. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant cela, Monsieur Nathaniel? Ce que je peux ajouter, c'est que aujourd'hui, nous avons fait un gros effort de réflexion parce que je pense que la réflexion doit toujours venir avant l'action. Nous avons fait un gros effort de réflexion pour mettre sur la table une vision commune, qui pour nous est la mise en commun de ce que les Togolais ont toujours exprimé depuis 1990. C'est la première fois que des organisations font ce travail-là. Et donc, ce que nous demandons à la jeunesse togolaise, c'est que rien ne se fera sans elle. Rien. Et c'est à elle de défendre cette vision si elle considère que cette vision est en conformité avec leurs attentes. Et ça, c'est un appel que je lance à la jeunesse togolaise. Nous mettons entre vos dispositions, entre vos mains, cet outil-là. Si vous vous reconnaissez là-dedans, alors levez-vous pour faire la promotion de ce document, de cette vision. Le document est avec vous là, s'il vous plaît. Est-ce que le document est là avec vous? Vous pouvez nous montrer cela? Non, je ne l'ai pas en main parce que c'est distribué sur tous les réseaux, tout le monde le voit et on continue à le distribuer. Ce n'est pas un gros document, c'est un gros document de 10 pages que nous avons présenté vraiment sous forme d'entretien direct avec les jeunes. Nous avons utilisé un ton de tutoiement, c'est très léger à lire. Donc, c'est pour que chaque jeune puisse s'imprégner de ça et se dire, c'est ce Togo-là que moi je veux et je veux défendre cette vision pour que ça devienne la réalité. C'est l'appel que nous lançons et dans les semaines et mois qui viennent, ça va être le travail que nous allons mener. Merci beaucoup à vous, Monsieur Nathaniel. Merci beaucoup. Ok. Question. El Cogito. Voilà. Allez-y, posez vos deux questions, Monsieur El Cogito. Bonsoir à vous. Oui, alors bonsoir Joël. Merci pour ce live capital. Bonsoir Monsieur Olympio. Vraiment, vous inspirez plus qu'un Togolais. Force à vous. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Nous savons que actuellement vous avez votre camp avec la DMP, la DMK et les autres sociétés civiles, inclus le TUSPAM en constitution. Et de l'autre côté, il y a le CNCC. Alors, ma question est de savoir, j'espère que vous avez, je crois avoir entendu vous parler un peu de ce qui vous différencie de CNCC, mais si vous pouvez encore plus clarifier davantage les points de clivage ou bien ce qui vous différencie de CNCC et aussi savoir la situation ou bien la position du président du PNP, M. Tipi Achadam, par rapport à ce que vous faites dans votre coalition. Merci. Alors, je l'ai déjà dit, nous avons des objectifs similaires et nous n'avons pas encore trouvé le chemin commun pour arriver à cet objectif. Et nous continuons de réfléchir et de se parler. Et la dernière fois que nous nous sommes parlé, les deux groupes se sont parlé, ça remonte au 10 avril 2026. Donc, il n'y a pas longtemps. 10 avril 2026. Donc, nous sommes en dialogue permanent et je ne doute pas que nous allons finir par trouver un point de conjonction. Merci beaucoup. La deuxième question, la dernière fois que j'ai vu M. Tipi Achadam et je lui ai parlé, c'était le 20 octobre 2017. Octobre. En tout cas, vous êtes satisfait, M. El Cogito? Vous êtes satisfait? Oui, relativement des réponses. Oui, bien sûr, mais bon, on aimerait savoir un peu plus sur ce qu'il pense, ce qu'il fait par rapport à cette lutte que nous menons. C'est bien vrai que de temps en temps il se prononce, mais bon, on veut quand même savoir sa situation, sa position par rapport à ce qui se fait actuellement.
Mais je suis quand même satisfait des réponses que vous avez données, monsieur Lopio. Une fois encore, merci pour le travail. On vous soutient. Alors, Merci bonne soirée. beaucoup à vous, monsieur El Kofito. Merci beaucoup. Merci. Alors, Romarickson. Monsieur Romarickson. Oui, bonjour. Le lion de la Juda, le lion de la tribu de la Juda est là. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. De votre côté. Oui, Alors, vos questions invités, Nathaniel. Oui, Nathaniel, c'est un ami, c'est un grand frère. Moi, je suis un feu follet et c'est lui, de temps en temps, qui me met la main dessus, qui me calme, qui dit que non, faisons ceci, faisons comme ça, faisons comme ça. Et quand j'attaque toute l'opposition, il a l'habitude de me parler en grand frère. Il me dit que petit frère, voici. Donc, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et il est déjà venu chez moi ici en Allemagne. On s'est rencontrés dans le cadre de cette lutte. Des gens qui sortent du pays, qui viennent voir dans la diaspora. Pas en tant que connaisseurs, pas en tant que détenteurs de la solution, mais des gens qui viennent nous dire que nos frères, voici le problème que nous avons. Que pensez-vous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est dans cela que moi, j'ai appris à le respecter. Et donc, ce gremium,